La pyramide de développement chez Labo RNP, du sensoriel à la performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure labo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une idée clé de la reprogrammation neuroposturale. La logique sensorielle, sensorimotrice, motrice et performance. Souvent, quand on parle de motricité, de cognition, d'émotion, on pense que tout se joue dans le cortex, dans la volonté, dans le mouvement conscient. On parle même maintenant de problématique entre une balance du cerveau gauche et du cerveau droit. Mais en réalité, tout commence bien plus bas, dans une sphère qui est bien plus archaïque, et ça se déroule dans nos capteurs sensoriels notamment, dans nos réflexes, dans la manière dont le corps envoie de l'information au cerveau. Si cette base est fragile, alors tout ce qu'on a construit au-dessus, le mouvement volontaire, l'apprentissage, la performance sera instable. Un peu à l'image d'une maison, qui si on commençait directement à mettre en place des murs, un toit, sans fondation, elle finirait par s'écrouler. Alors la base invisible, c'est le système sensoriel. Le sensoriel, c'est l'ensemble des signaux que le corps envoie au cerveau pour l'informer sur la position du corps dans l'espace, ce qu'on appelle la proprioception, la gravité et les mouvements, notamment par le biais du système vestibulaire, l'environnement visuel, c'est le système visuel, la vision, les sons et la voix, notamment par l'auditif, le toucher et les pressions, tout ce qui est stimulation tactile, et l'état interne, bien souvent oublié, qu'on appelle l'interoception. Ces différentes informations, elles passent par les nerfs crâniens et les voies sensorielles ascendantes. On peut parler du nerf crânien 2, par exemple, qui est optique, le 3, le 4 et le 6 pour le regard. On peut parler, par exemple, du nerf crânien 8, qui est le nerf crânien vestibulo-cochléaire, pour l'équilibre et l'audition. Le nerf crânien 5, le trijumeau, et le nerf crânien 9 et 10 pour les sensations orofaciales. Les voies proprioceptives spinales pour le corps entier. Si vous lisez Peirce, il explicite très clairement que sans input sensoriel, le cortex moteur ne peut rien produire de fiable. Et je vais vous donner un exemple terrain. Un enfant qui ne se sent pas bien dans son corps dans l'espace, il va forcer chaque geste, il va compenser, il va se fatiguer. On va dire de lui qu'il est maladroit ou distrait, mais en réalité, son cerveau, il n'a pas assez de données fiables pour planifier et organiser le mouvement. La deuxième étape, après cette étape sensorielle, c'est l'étape sensorimotrice. C'est là qu'on va parler plus particulièrement des réflexes et des boucles automatiques. Une fois que l'information sensorielle arrive, information sensorielle qui naît déjà dans le ventre de la maman, le cerveau met en place des boucles automatiques qu'on appelle sensorimotrices. Et ça se met déjà en place aussi dans le ventre de la maman. C'est ici qu'interviennent les fameux réflexes archaïques et les circuits du tronc cérébral. On va retrouver par exemple le réflexe tonique labyrinthique qui permet d'ajuster le tonus selon la position de la tête. Le réflexe tonique asymétrique du cou qui coordonne les yeux, tête et membres. Le réflexe de redressement qui ramène le corps dans l'axe. Ces réflexes, ce ne sont pas des restes primitifs inutiles. Ce sont simplement des raccourcis neurologiques qui permettent au corps de répondre vite sans passer par la conscience. C'est le niveau qui construit la stabilité réflexe. Et si cette stabilité manque, chaque geste volontaire devient incertain. Je vais vous donner un exemple pour les sportifs. Un footballeur qui rate ses appuis malgré un bon renforcement musculaire, souvent, ça peut être du système vestibulaire ou un réflexe plantaire encore actif qui sabote sa stabilité. Tant qu'on n'a pas corrigé la problématique sensorimotrice, la performance ne suivra pas. Le troisième point, après le sensoriel, le sensorimoteur, c'est la place du moteur, le mouvement volontaire, qui finalement n'est pas si volontaire que ça, puisqu'il demande d'avoir mis en amont plusieurs petits stades de développement. Et ce n'est qu'après ces deux premières étapes que le cortex moteur peut réellement faire son travail, de planification, d'exécution et de correction d'un mouvement. D'après Peirce, que je recite de nouveau et que je vous invite à lire, les aires motrices, primaires, prémotrices, l'aire supplémentaire, dépendent de l'intégration sensorielle et cérébelleuse pour ajuster le geste. Ça veut dire que sans base sensorielle fiable, sans avoir respecté donc les deux étapes que nous avons vues précédemment, le cortex moteur, il gaspille énormément d'énergie pour compenser. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant qui écrit mal. On pense qu'il manque d'entraînement moteur. On va le faire écrire, et encore et encore. Mais en réalité, souvent, il a un réflexe tonique asymétrique qui est actif,
Et je vous rappelle que lors de l'étude scientifique que nous avons menée en 2025, on remarquait que 100% des enfants testés au cours de notre étude avaient un réflexe tonique asymétrique actif. Et ce sont pourtant des enfants qui sont âgés entre 6 et 9 ans. Ça peut être le réflexe palmaire qui parasite la motricité fine. Ça peut être également sa proprioception qui est floue. Résultat, son cortex moteur, il lutte contre des interférences en permanence. Et une fois que ces trois niveaux ont bien été calibrés, là, on peut aller vers ce qu'on appelle la performance. C'est le niveau supérieur. Et la performance, ça peut être une performance physique pour un sportif de haut niveau, mais ça peut être aussi une performance cognitive, académique ou tout simplement émotionnelle pour se sentir bien dans sa tête, se sentir bien le jour de la compétition ou pour les performances cognitives, se sentir bien au travail ou à l'école. Ben, cette performance, vous imaginez bien, c'est le sommet de la pyramide. Elle dépend d'une stabilité réflexe qui est solide. Et cette stabilité réflexe, elle s'acquiert dans les stades sensoriels et sensorimoteurs. Elle demande des mouvements volontaires qui vont être fluides, contrôlés. Et ça va demander aussi, et ça dépend, une capacité à retrouver l'équilibre après la perturbation, ce qu'on appelle la stabilité rétroactive. En sport, c'est la différence entre un geste qui va être juste technique et un geste qui va être fluide, explosif, précis et qui tient sous pression. En cognition, par exemple, c'est la différence entre un enfant qui doit mobiliser toute son énergie pour rester assis droit et un enfant qui peut libérer cette énergie pour écouter, apprendre et mémoriser. Donc si je dois synthétiser cette pyramide sensorielle, on peut résumer cette logique par une pyramide qui verra d'abord en socle le système sensoriel, ce qui va correspondre aux données, c'est ce que le cerveau reçoit. Au stade sensorimoteur, ce sont les boucles automatiques, les réflexes, les redressements. Troisième point, moteur, c'est le mouvement volontaire. Et quatrième point, c'est la performance, l'efficacité maximale en sport, en apprentissage ou en comportement. Donc pour conclure, travailler la performance sans passer par le sensoriel, c'est comme construire une maison sur du sable. Chez Labo RNP, on commence toujours par évaluer les systèmes sensoriels, les réflexes archaïques et la motricité volontaire. C'est ça qui fait gagner du temps dans les suivis et qui permet aux sportifs comme aux enfants en difficulté scolaire de progresser au plus vite. Si vous êtes parent, nous proposons des bilans et des suivis en ligne. Si vous êtes plutôt coach ou thérapeute, vous pouvez rejoindre nos formations pour apprendre à appliquer cette logique. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, si vous ne faites pas partie de ces catégories-là, vous pouvez retrouver notre guide gratuit dans lequel on vous explique toutes les bases de notre travail chez Labo Reprogrammation Neuroposturale. Merci pour votre écoute et souvenez-vous qu'avant la performance, il y a toujours la sensation.